marques, je vous laisse vous installer. Sur l'école des marques, vous savez que chaque année, j'essaie d'organiser une plénière autour des questions de sémiotique, de marketing, de communication. Évidemment avec comme intérêt de voir comment l'alimentation est liée à des phénomènes de sens, de signification. Oui. Tu veux leur interdire de parler? Lève les bras, hein, ça non, non. Ça veut dire quoi lever les bras? Comme ça. Alors c'est Laurent. Tu lèves le bras. Oui. Et tous ceux qui se rendent compte qu'ils sont en train de parler lèvent le bras, jusqu'à ce que tout le monde lève le bras. Non, mais ne t'inquiète pas. Alors, je disais simplement, on va aborder les questions, l'articulation sémiotique, marketing, communication autour des marques. Et chaque fois que vous travaillez sur le sens, les signes, les significations, on peut voir entre sémiotique, marketing et communication un attelage vertueux, parce qu'il va travailler sur ces questions, précisément donner du sens à l'alimentation. Et on sait qu'évidemment, avec le phénomène d'incorporation, tous les signes que nous voyons, que nous représentons, c'est aussi des signes que nous incorporons, donc qui prennent une valeur particulière. Mais vous savez aussi que dans l'attelage sémiotique, marketing, communication, on peut voir quelque chose de moins vertueux et de plus suspect chaque fois que les stratégies, notamment des marques, sont mises au profit de la séduction, de la manipulation du consommateur, de la manipulation du mangeur. En gros, est-ce qu'on doit, dès qu'on discute sur les marques, être dans l'ère du soupçon par rapport à ce qu'elles produisent comme discours et comme action, ou est-ce qu'on doit être dans l'ère aussi de la vigilance, mais aussi celle du réenchantement en quelque sorte des marques à donner du sens à notre alimentation. Elle donne du sens à travers, évidemment, les produits eux-mêmes, les emballages, les discours publicitaires qu'elles tiennent, les événements. Et donc, est-ce qu'on doit rester aussi dans la dichotomie entre marque, discours vertueux ou discours à diaboliser, discours suspect? Donc, c'est toutes les questions qui vont nous animer aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, lorsqu'on aborde l'alimentation, on l'a vu déjà aussi à travers les différentes plénières, on peut se situer toujours à 3 niveaux, je dirais même 4, mais quand je travaille, j'en mets même 5 ou 6, mais je vais me limiter à 3, qui sont un peu les niveaux micro, méso et macro. Le niveau micro, on l'a vu encore hier après-midi en plénière, c'est chaque fois que vous travaillez l'alimentation dans ses rapports, évidemment, avec l'environnement direct. Les préférences alimentaires du consommateur, ses jugements sur l'alimentation, les micro-scènes du quotidien, avec les enfants, en famille, avec les amis. Donc c'est tout cet environnement de proximité de l'alimentation. Et on sait que cet environnement micro, il commence évidemment fondamentalement avec la cellule familiale. Et on a vu hier à quel point non seulement les habitudes alimentaires, mais les comportements alimentaires à table avaient valeur d'imprégnation sur les rapports de l'enfant avec son alimentation et la programmation de son rapport tout au long de sa vie. Après le niveau micro, je vais aller directement au niveau macro. C'est tout ce qui, dans la société, oriente notre rapport à l'alimentation. Les valeurs ambiantes, l'axiologie, comme on dit, c'est-à-dire le système des valeurs. Très souvent, le système des valeurs, on voit, c'est entre nature et culture, c'est entre santé et plaisir. Toutes les marques qui communiquent sont prises un peu dans cet attelage, ce syncrétisme entre on fait, c'est gourmand, alors un terme qui est extrêmement stéréotypé aujourd'hui. Chaque fois qu'on travaille, on est fatigué un peu de ressortir le terme gourmand, et on vante la gourmandise et le plaisir, et en même temps la santé, le en même temps, comme une forme de syncrétisme entre les deux. Donc la société, elle produit évidemment des valeurs, elle entretient des représentations culturelles, des représentations sociales, des croyances, des habitudes. Tout ça, on va situer au niveau macro. Et il y a un niveau méso qui va nous intéresser. Ce niveau méso, c'est tout le niveau de circulation des discours. Or, quand vous travaillez sur l'alimentation, la circulation des discours, qui a voix au chapitre? Alors sur l'alimentation, tout le monde a voix au chapitre. Alors vous avez les discours, évidemment, d'abord des professionnels de l'alimentation, mais vous avez aussi tout le discours expert que vous avez à la télévision, dans les médias.
qui on voit au chapitre, notamment les professionnels aussi de santé, qui vont revenir sur l'articulation des valeurs que j'évoquais. Il y a ceux qui vont aller sur le versant santé, il y en a qui vont aller plus sur le versant plaisir. Donc, énormément d'acteurs, on voit au chapitre. Et évidemment, il y a toute la nébuleuse médiatique qui circule, tous ces discours médiatiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mésosphère. C'est la circulation ambiante de tous les discours, chacun prenant un peu l'ascendant. On sait que les professions de santé, à un moment, elles ont pris un peu l'ascendant sur les autres, en disant « attention, mange n'importe quoi, etc. » À un autre moment, on a redonné davantage la parole aux producteurs, en leur disant « mais au fond, c'est vous qui faites l'alimentation, ou c'est vous qui la transformez, donc c'est vous qui avez voix au chapitre. » Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que les marques elles-mêmes, dans cette circulation des discours, les marques, elles ont dit, ben nous, on ne se contente pas de produire des services de distribution ou des produits, nous-mêmes, on a voix au chapitre et on peut, évidemment, dans cette circulation ambiante des discours, prendre tout à fait notre place en n'étant pas simplement des marchands de soupe ou des marchands du temple, mais en ayant des propositions. Et par rapport au sujet qui nous intéresse sur l'éducation, les marques, évidemment, ont dit, ben, nous aussi, on a une conscience éthique, on a une capacité de s'engager comme les nôtres, on a un niveau de responsabilité. Les marques ne pouvaient pas rester en dehors des discours ambiants. Or, quand vous avez des discours ambiants qui concernent la santé, la responsabilité, l'engagement, l'équité, un tas de valeurs éthiques, un tas de valeurs vertueuses, on reviendra peut-être sur cette notion d'éthique et d'éthos qui concerne à la fois le caractère que la marque donne à l'alimentation. Vous savez que manger un aliment d'une marque, la marque précisément vous imprime un rapport à l'aliment. Il y a certaines marques qui ont imprimé un rapport, ce qui fait que quand on mange l'aliment d'une marque, on a une forme d'attachement à la marque et d'attachement à certains rapports à l'alimentation. Et quand on parle d'éthos, c'est à la fois une dimension de caractère particulier à l'alimentation, mais l'éthos, c'est aussi l'habitude qui fait qu'on va de façon préférentielle vers une certaine marque plutôt qu'une autre. Et pas besoin de citer Nutella, tout le monde, c'est le lieu commun aussi parmi les marques, où c'est difficile de désautomatiser. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Bretagne, et la pauvre dame qui s'occupait des services s'excusait d'avoir fait une pâte à tartiner chocolat avec le meilleur bouillet de France du coin, mais qui n'avait pas de Nutella. Et que les gens disaient, bah oui, mais quand même... et donc il n'y avait pas photo entre le pauvre meilleur ouvrier de France qui s'était esquiné à faire quelque chose et puis Nutella. Donc là on voit la valeur préférentielle pour certaines marques qui marquent cet attachement. Et donc la question qui se pose, c'est que les marques évidemment vont investir, elles ne peuvent pas rester en dehors du jeu de l'éducation. Elles vont dire, bah nous aussi, écoutez, on a un rôle social important. Autour de nous, on draine des milliers, des millions, des dizaines de millions, voire quelquefois, de consommateurs. Donc, n'attendez pas de nous qu'on vende comme ça, de façon écervelée, échevelée. Nous aussi, on a cette capacité d'engagement, de responsabilité. Et donc, nous aussi, on va entrer dans la voie de l'éducation. Puis d'ailleurs, ne nous mettez pas dans une espèce d'injonction paradoxale ou de double bind, comme on dit, ce qui fait que d'un côté, vous nous demandez, on nous reprochera, si on n'allait pas sur le terrain de l'éducation, nous les marques, on nous en ferait le reproche. On nous dirait, bah, finalement, vous êtes bonne qu'à vendre, vous avez qu'une logique, une langue, un discours marchand, rien d'autre. Donc elles disent, si vous voulez qu'on ait aussi rééquilibre en quelque sorte les choses, évidemment, on ne va pas se contenter d'une logique purement marchande, exclusivement marchande. Nous aussi, on veut avoir voix au chapitre et prendre notre place dans la société. Voilà un peu donc les questions qui vont être les nôtres aujourd'hui. Les marques, on va se poser la question au fond, de quoi on parle quand on parle des marques? Est-ce qu'on met toutes les marques dans le même sac? Est-ce que toutes se valent? Est-ce qu'on a un discours englobant à ce niveau-là ou pas? On parle d'école, à l'école des marques. De quelle école on parle? Est-ce qu'on est vraiment à l'école avec les marques? Ou est-ce qu'il y a d'autres formes d'éducation du goût investies par les marques? Est-ce qu'elles prennent d'autres logiques? Est-ce qu'elles ont d'autres stratégies? Et vous voyez derrière la question qui pointe, est-ce que c'est bien leur rôle des marques? Est-ce que c'est bien leur place? Est-ce qu'elles sont légitimes? Qu'elles soient finalement pleines de bonne volonté, pourquoi pas, mais sont-elles légitimes
pour parler de ces questions-là. Est-ce qu'elles sont à leur place quand elles veulent évidemment prendre un rôle de formation, d'apprentissage, d'éducation? Voilà, on essaiera d'être à l'heure à 11h. Je suis bavard mais je me tais, et on a des gens bavards autour de nous. Je dois excuser deux intervenants pressentis avec lesquels on avait préparé un peu cette plénière, Joël Bray et Benoît Elbrun. L'un est en Chine, l'autre n'a pas pu venir et s'est excusé hier pour des raisons personnelles, indépendantes de sa volonté, comme l'on dit. Donc je prie de les excuser parce qu'ils étaient vraiment très embarrassés de ne pas pouvoir honorer cet engagement initial. Mais à toute chose, un bonheur nous arrive. On a récupéré les deux Laurent, donc je reviendrai tout à l'heure. Et on a gardé quand même notre noyau dur avec Inès Delaville. Je laisserai les intervenants se présenter progressivement parce que chaque fois qu'on veut présenter, on oublie quelque chose. On pourrait dire par exemple que Laurent Aron est sémiologue à Paris, mais il va dire bon, c'est pas assez, d'autres. Donc on va laisser, tu verras. Donc je laisse à chacun le soin de se présenter, puis de dire un peu son périmètre d'activité. Peut-être sa zone de connivence ou de contact avec les marques, et puis ensuite on commencera à dérouler un peu nos questions. Bien. Est-ce qu'on commence? Laurent, Non, Laurent, non. Surtout pas. Oh non, on a des intervenants rebelles quelquefois. Inès, alors. C'était juste... Là, on va poser. Oui. Je vais peut-être quand même poser... Je vais quand même peut-être poser une question avant, et vous vous présenterez au fur et à mesure. Mais oui, bien sûr, mais on a pourtant répété plusieurs fois, longuement. Et la première question, évidemment, c'est celle des marques, puisqu'on dit à l'école des marques. Moi, j'aimerais bien qu'on se dise, on ne va pas ici se donner une définition ex cathedra canonique. Qu'est-ce que la marque, style Petit Robert, c'est pas du tout la question. Mais quand on parle des marques, de l'imaginaire des marques, on doit penser à quoi? Est-ce qu'on doit penser, par exemple, Inès, à grande distribution, industrialisation des grandes marques, ou est-ce qu'on peut... Tu cherches un... Mais tu ne fais pas tes exemples tout de suite, hein, on les garde de côté. Hein. Ouais. Ça viendra après. On va le remplir au fur et à mesure. Voilà. Donc la marque, tu dirais, comment tu te représentes ça? Alors, la marque, pour moi, c'est effectivement, évidemment lié à l'idée de marquage. Vous savez que on a démontré que, en fait, le marquage, c'est une tradition très ancienne. Quand on conquiert un territoire, on met des barrières et on marque le bétail. Ça a commencé comme ça, l'histoire du marquage, on va dire, pour montrer la propriété sur des êtres vivants, là en l'occasion. Donc des historiens ont montré ça. Évidemment, ça s'oppose assez clairement à l'idée de bien commun, un bien commun que l'on va mettre en co-responsabilité au sein d'une communauté. Le marquage, c'est la démarche inverse, c'est revendiquer la propriété sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on parle de propriété intellectuelle. Une marque, c'est une propriété intellectuelle, c'est-à-dire c'est ce qui appartient à l'entreprise et dont elle a les droits de reproduction, de cession, etc. Donc c'est effectivement ce qui va, dans beaucoup d'industries, constituer ce qu'on appelle le catalogue. On a un portefeuille de marques dans l'industrie agroalimentaire. Dans d'autres industries, on va plutôt parler d'un catalogue, par exemple d'émissions télé, voilà. Donc, mais c'est le fondement même, évidemment, de la démarche marketing. Le responsable marketing, il doit développer sa marque, il doit développer aussi la visibilité, la présence de sa marque pour qu'elle rentre dans ce qu'on appelle l'univers de référence du consommateur, c'est-à-dire l'ensemble des marques qu'il connaît sur un type de produit ou sur un type de service. Donc le consommateur a un univers de référence qui inclut l'ensemble des marques qu'il connaît, qu'il reconnaît sur un sujet précis ou dans un domaine précis. Donc voilà ce que je pourrais dire. Alors il faut quand même que je me présente. Moi je suis professeur de sciences de gestion à l'université de Poitiers et nous avons développé depuis 22 ans à Angoulême un master assez particulier qui s'appelle marque et produits jeunesse. Donc ça fait 22 ans qu'on forme des responsables d'entreprise qui vont s'adresser à la jeunesse et donc on est des spécialistes des enjeux de la relation commerciale avec l'enfant, mais on est généraliste en termes de secteur. On s'intéresse à
toutes les industries qui proposent finalement des produits, des services, aussi des émissions culturelles à l'enfant. Et donc c'est cette transversalité qui nous permet aussi de placer nos étudiants dans beaucoup de secteurs très différents, parce qu'en fait il y a une circulation, on parlait de circulation entre industries. Il faut savoir par exemple que dans le domaine du jouet, à peu près entre 20 et 25% des jouets, ça dépend des années, sont vendus sous licence. Vendre un petit ballon à la plage, il se vendra mieux s'il a la Reine des Neiges dessus. Ce qui est un peu aberrant, mais pour aller à la plage. Mais bon, voilà. Et puis, ça se passe aussi dans le domaine alimentaire, etc. Donc, il y a une grande circulation parce qu'il y a des partenariats, parce qu'il y a des jeux concours, parce que voilà. Et en fait, il faut maîtriser aussi les aspects évidemment juridiques, techniques de ce type de contrat. Mais en même temps, tous ces contrats sont faits pour étendre le territoire de la marque. C'est-à-dire, petit à petit, il va falloir trouver, pour le responsable marketing, s'il estime que sa marque a un potentiel de développement, il peut la proposer à des partenaires pour activer leur vente. Je vous donne un exemple connu. Il suffisait à une époque de mettre Titeuf sur un agenda de rentrée. Et en gros, sans rien faire, vous aviez 30% d'augmentation des ventes. C'est-à-dire qu'on voit bien que la marque ou la propriété intellectuelle va permettre de proposer à un partenaire un transfert de notoriété qui va lui permettre à lui d'économiser peut-être plusieurs années d'investissement publicitaire pour pouvoir rentrer dans l'univers de référence du consommateur d'une manière peut-être plus définitive ou plus pérenne. Merci Inès. Alors là, tu nous donnes une vision de la marque qui est assez extensive. On voit que c'est la marque éponge. Elle prend dans la société ce qu'on appelait tout à l'heure les discours un peu ambiants qui circulent, et elle capitalise sur ces discours ambiants qui ont un certain capital de confiance et d'attractivité, et elle va cristalliser, elle va être une figure de cristallisation de ces éléments-là. Évidemment, des figures qui viennent du cinéma, qui viennent des médias, qui viennent de ce qu'on appelle l'agenda setting, c'est-à-dire des éléments qui sont mis en priorité dans l'actualité. Donc la Reine des Neiges, surtout avec Noël, les films qui sortent, etc. On sait que ça va être un élément extrêmement attractif. Alors ça nous donne... Alors là, tu es plutôt sur des marques haut de gamme qui visent assez large, qui ont aussi une grosse ressource ou une capacité financière, évidemment, à cristalliser comme figure un ensemble de discours et d'augmenter leur capital d'attraction. Je ne sais pas si Olivier aurait la même définition de la marque. Donc Olivier, tu nous dis rapidement ton périmètre d'action, et puis ensuite, comment toi tu vois la marque par ton métier, par ton expérience. Donc, bonjour à tous, je suis Olivier Chaput, je suis chef de cuisine et je suis président fondateur d'une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine, qui existe depuis 2011, et créateur, enfin co-créateur d'un festival qui s'appelle #Bon Ramène tes parents, qui est un festival autour de la gastronomie et l'alimentation pour les enfants. Donc en fait, au niveau des marques, c'est vrai qu'il y a des grandes marques, des grosses marques. Nous, c'est vrai que dans la profession, on a besoin de ces marques-là. Je ne sais pas si on a besoin spécialement de leurs produits, mais en tous les cas, souvent on a besoin de ces marques-là, et souvent on va parler plutôt de la finance qu'elles peuvent procurer, mais aussi les chefs de cuisine. Alors si je veux juste parler de ma profession, quelque part on est aussi, nous, devenus aussi des marques individuelles, on va dire, à part entière. On est marqué déjà, donc pour répondre à... Ça vaut presque le cycliste du Tour de France. Hein, on est marqué, nos appartenances sont sur nos vestes, on a notre nom, et on a des tatouages aussi. Et c'est surtout que les marques aussi viennent nous chercher parce qu'on est marqué. Il y a des chefs de cuisine qui sont nettement plus connus que moi. Moi, j'ai un petit parcours comparé à certains, mais si on prend des chefs de cuisine qu'on voit sur n'importe quelle chaîne de télé, que ça soit Etchebest, Thierry Marx, voilà, tous les chefs comme ça qui sont connus médiatiquement, et puis ceux qui sont moins connus médiatiquement, mais je pense à Yves Turiès, à Michel Roth et tout ça, c'est des gens qui ont créé des marques et qui sont devenus une marque en eux-mêmes. D'ailleurs, par exemple, la première chose que moi j'ai fait en tant que chef de cuisine, c'est que j'ai essayé de me trouver un logo.
Donc c'est mon profil en ombre chinoise et du coup c'est cette marque-là qui est véhiculée dans le monde des enfants et je me suis marqué la tête d'un chapeau pour que les enfants me reconnaissent. Et dès que je suis arrivé sur Gulli pour faire les émissions Un chef à ma porte, la prod m'avait demandé d'enlever mon chapeau parce que pour rentrer dans les maisons il y avait certaines choses qu'il fallait pas faire. Ça pouvait déranger, mais je l'ai vite remis et aujourd'hui les enfants me reconnaissent sur le festival et même dans la profession on me reconnaît parce que pas spécialement ils vont se rappeler de mon nom. Olivier Chaput, ça va pas trop leur parler, mais je suis le gars qui s'occupe des enfants et qui a un chapeau sur la tête. Donc la marque, elle est pour... Chapeau, voilà, c'est les chapeliers. Et du coup, voilà, sur la marque, et c'est vrai que je fais, moi, par exemple, très attention avec qui je m'allie, en tous les cas, au niveau des marques. Beaucoup d'associations de cuisiniers travaillent avec des marques qui malheureusement nous apportent de l'argent. Donc c'est le nerf de la guerre en tous les cas. Et malheureusement, il y en a certaines avec qui on ne devrait pas travailler. Moi aujourd'hui, j'appartiens à l'association Eurotoc qui se bat pour le produit. Mais en même temps, on a des partenaires qui ne sont pas toujours tous éthiques. Toutes les associations, tu es lié, tu as beaucoup de réseaux, tu appartiens ou tu es lié ou intégré à beaucoup de réseaux qui fonctionnent eux-mêmes progressivement comme des marques. Hein. Les cercles culinaires, les Eurotoqués, etc. Eurotoc, en fait, l'histoire d'Eurotoc, en fait, elle est simple. Ça a été créé par Paul Bocuse il y a 30 ans. Et c'est une marque dont leur slogan... notre lobby, c'est le produit en fait. Donc du coup, on est la seule association qui siège au Parlement européen. On travaille vraiment pour défendre les produits et bien évidemment, on va aller tendance un petit peu à aller vers les producteurs plus que pour les marques. On va se battre, par exemple, dernièrement, on s'est battu contre la pêche électrique. Maintenant, c'est le foie gras qui en prend un coup. Donc on essaie de se battre aussi pour valoriser le foie gras et ainsi de suite. On va essayer de faire ça et du coup, on devient une marque en fait quelque part. Ça va plus loin que l'association de défense de produits, c'est-à-dire que les marques elles-mêmes nous appellent pour essayer de défendre, on va dire, les choses. Et c'est vrai qu'on préfère se lier à des petites marques ou des petites institutions moins connues ou des petits producteurs que d'aller se lier à des grosses enseignes qui ont un peu tendance à avoir un peu ce côté rouleau compresseur. Effectivement, il y a une partie éthique dans chacune des marques, parce que moi j'ai un peu étudié ça, parce qu'avec les enfants, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Et on a des gros groupes qui ont un côté un peu très éthique, très sympa, très bien, et puis à l'autre côté, on nous met n'importe quoi dans l'assiette et on nous met la Reine des Neiges dessus. Voilà, Donc on voit que si on se donne une définition un peu extensive de la marque, il y a vraiment une pluralité de formes, de discours, d'échelles, et que ça peut aller donc de la personne en propre, comme toi, comme cuisinier, comme chef, jusqu'à évidemment des grands groupes industriels. Je me tourne vers Laurent Aron, j'ai dit sémiologue tout à l'heure, donc il manipule des signes. Ça marche. Ça marche. Ouais, effectivement, c'est peut-être pour ça que au pied levé, je remplace un des intervenants empêchés au titre d'un cours que j'ai monté il y a une vingtaine d'années autour du marketing du goût. Donc, en m'étant intéressé à la relation entre les sens et les signes, donc qui est à deux sens et qui se construit avec différents publics. Donc, juste rapidement sur la marque. C'est intéressant ce qu'Olivier disait parce qu'il expliquait le sens, le contenu de la marque Eurotoc. Il est jamais immédiat en fait. Et par contre, le signe Eurotoc va être utilisé par d'autres marques, alors que finalement, ce qu'il en reste, c'est cette marque, elle est cautionnée par des chefs. Donc la question, c'est comment ça se construit. Donc là, je vais juste répondre revenir en arrière parce que ça me semble intéressant par rapport à ce colloque. Et puis après, je vous propose 2-3 points d'entrée que je ne vais pas détailler là parce que je suis très bavard, mais qui me semblent peut-être pour amener quelque chose au débat. Si les mots-clés, c'est bien marque, goût et enfant. Voilà. Donc le premier, c'est qu'on a oublié peut-être, je ne suis pas un historien du marketing, mais il me semble que la marque s'est construite sur la notion de marque de confiance à une époque, donc ça va faire drôle de dire ça ici, où la nature était beaucoup plus dangereuse. Et donc les gens qui rationalisaient les productions, donc les méchants industriels d'aujourd'hui, offraient une certaine garantie dans des modes de production avec des conditions sanitaires de meilleure qualité
que des fermes. Enfin, il faut regarder ce que c'est le monde agricole dans les années 20. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent en ce moment, même dans les années 50. Il faut regarder l'évolution de la mortalité, etc. On a tendance à se situer aujourd'hui dans les drames d'aujourd'hui, dans nos relations aux choses, aux gens et aux institutions. Parfois, c'est intéressant de regarder. Donc, on a des marques de confiance qui se sont construites parce que l'industrie, c'était plus rassurant. Et aujourd'hui, on est dans une inversion de valeurs, en fait. Donc, mon allusion, c'est-à-dire que l'industrie est inquiétante. Elle est inquiétante pourquoi ? Bon, ça, c'est une analyse que j'ai fait il y a quelques années, parce qu'elle produit de façon grouillante, en fait, massive, désincarnée, loin de vous, distanciation par rapport à... C'est plus à côté de nous, c'est plus une ferme, c'est loin, somewhere, comme dit un sociologue en ce moment, et on ne sait plus ce que c'est. Donc c'est en grosse quantité. Vous voyez, quand un poisson c'est sympa, mais quand vous avez des milliers de saumons autour de vous, même s'il est bio et naturel, ça fait un peu peur, quoi. Donc, et ça c'est vrai avec plein de choses. Les productions massives, distantes, nous inquiètent. Donc la marque, à un moment donné, quand c'était peut-être moins massif, ça nous rassurait. Aujourd'hui, ça nous inquiète. Et du coup, il y a d'autres modes de construction dans du lien plus direct. La marque chapeau, toque, veste. Ce qui est intéressant, c'est Olivier expliquait qu'il a construit sa marque, lui. C'est-à-dire qu'il a compris que cette construction allait faire des signes de marque, allait faire de lui quelqu'un de rassurant. Donc ça, c'est un premier point. Après, les deux autres choses que je propose un peu plus vite, si ça t'ennuie pas. Oui, bien sûr. C'est de regarder que la marque se construit sur la répétition, et on pourra peut-être parler d'analyse sensorielle, alors que très souvent, ce qu'on cherche dans une marque plus individuelle, c'est plus de variabilité. Ça, c'est un point. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, est-ce que les enfants lisent ça ? Qui lit la marque et le goût qui est lié à cette marque ? Est-ce que c'est le prescripteur ? Et comment ça évolue, vu que maintenant, c'est les enfants qui ont Yuka en main ? À qui elles s'adressent aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ne sont pas un peu en recherche des canaux qui vont pouvoir permettre de toucher les enfants, que c'est plus automatique avant ? C'est-à-dire qu'on a besoin juste d'un petit bout de signe, sans toujours le contenu. C'est Nutella, on ne sait pas comment ni quoi. Ça rassure les parents, ça excite les enfants et ça marche. Voilà. Donc ce que je propose dans le panier. Merci Laurent. Oui, on a vu hier qu'à 8, 9, 10 ans, l'enfant devient prescripteur quasiment à 80% des choix alimentaires et qui touche son alimentation directe à lui. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Laurent, tu ne vas pas y échapper, hein, Laurent Terrasson, c'est ton moment. Alors, bon, j'ai encore les marques de l'oreiller d'Anopilo sur la joue. C'est très dur. Voilà, comment tu vois la marque ? Mais ce qui nous intéresse, je pense, avec le public, c'est le rapport incarné à la marque. Moi, je suis confronté aux marques puisque j'ai un magazine et forcément, je suis en lien avec les marques. Et là, je vais vous parler vraiment personnellement. Ta marque, il faut rappeler le nom. Oui, c'est l'autre cuisine, mais ça signifie quelque chose. Voilà. Mais on est entouré de marques. Oui, depuis ce matin, on a traversé Tours, on en a vu combien de marques ? Tu les as comptées, Laurent ? Et donc, en fait, moi, les marques, ça m'incite à être vigilant et voir un peu comment des entreprises s'engagent. Là, je pense tout de suite à Sylvie, avec qui on a travaillé, et c'est vrai, la démarche de Danone, et moi je m'interroge parce que les marques, aujourd'hui, ont besoin de légitimité. Donc, ils font beaucoup de choses très intéressantes, entre autres autour de l'éducation au goût. Là, le programme Clémentine, sincèrement, c'est passionnant, si vous ne connaissez pas, pour l'éducation au goût. Mais Sylvie, tu passeras à la table ronde après, tu en parleras. Et donc ça va très très loin. Ils vont même plus loin que le privé, que l'éducation nationale. Il y a des gens de l'éducation nationale ou pas ? Un peu. Non. Alors, donc je parle librement. En fait, moi je me souviens un jour, parce que je pense que dans la vie, il y a un moment où j'ai été hypersensible aux marques, c'est quand mes enfants sont nés. Et on était sur l'autoroute, et on s'arrête, parce qu'il faisait très chaud, et finalement, il y a une grande marque qui proposait des petites briques de lait, des petits trucs, et puis de changer l'enfant, voilà. Donc, je trouvais ça super, je trouvais que l'idée était extraordinaire, puis il y avait un livre d'or qu'il fallait signer, et puis là, je l'ai signé avec beaucoup de colère, parce que je me suis dit, mais ce serait quand même à l'État de faire ça, il fait chaud, tu vois. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi les marques s'emparent de ça ? Et avec le temps, je me suis calmé, mes enfants ont grandi, et puis
Je me suis dit, on a besoin en fait de tout ça. Ça nous nourrit dans tous les sens. Et puis, c'est vrai que ça nous rassure aussi. Alors, on parle d'inquiétude. Cette inquiétude, ça m'exaspère. Parce que aujourd'hui, on est très inquiet sur notre alimentation, on est inquiet sur tout. On essaie de retrouver du sens. Donc, c'est ça peut-être la grande question. Qu'est-ce que ces marques nous apportent ? Quand on parle de Lactalis et du scandale Lactalis, quand on parle... enfin, moi je vois en alimentation récemment une grande marque qui vend dans des boîtes de conserve, je tairai le nom, des végétaux. En fait, je constatais que ces végétaux n'avaient plus de valeur pour eux et qu'ils commençaient à faire du cracking, à faire de la transformation, parce que leurs produits de base, finalement, je pense, leur échappaient. Donc, ils travaillaient vraiment sur l'évolution de la marque. Donc ta vision de la marque, elle reste quand même liée essentiellement aux grands groupes, à la grande distribution. Alors pas que, parce qu'on parlait tout à l'heure des territoires aussi, les villes, on voit, ou les régions. Donc là, on voit aussi des marques qui surgissent, et ces marques, elles plaisent bien actuellement. Le terroir devient vraiment une marque en alimentation. Et finalement, ce que je vois en restauration collective, c'est-à-dire que les gens, les élus, les collectivités achètent finalement un produit local, parce qu'il est identifié localement, mais pas forcément qualitativement. D'accord. Merci Laurent. Maintenant, on voit bien la notion de marque, de pas peut-être amalgamer ou d'avoir une vision trop figée ou trop fixiste de cette notion de marque. Elle est assez extensive et elle peut aller donc d'une démarche unipersonnelle à un grand groupe qui a une visée de mondialisation. Donc vous voyez, le niveau extensif de cette notion de marque n'en reste pas moins que la marque, elle est là évidemment pour se promouvoir. Alors je ne sais plus si on dit encore, Inès, dans les écoles de marketing, on disait une marque, c'est générer une préférence sur une différence. Alors vous savez qu'en vieux réflexe structuraliste, la valeur c'est toujours une valeur différentielle. Si je veux exister, il y en a un qui fait A, ben moi je fais B, et l'autre fera non A, non B, etc. Les sémioticiens raisonnent toujours comme ça, c'est-à-dire que le sens, la valeur naît de la différence. Mais avec la marque, il faut aller plus loin, parce qu'elle a non seulement une valeur différentielle d'attraction, mais il faut, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi Inès, qu'elle ait une valeur d'attachement, au-delà de l'attraction. Une valeur différentielle, mais aussi une valeur pérenne, ce qui fait qu'on va se fixer sur la marque, qu'on va être attaché à la marque. Et Benoît Heilbrun, c'était son rôle, mais on peut se débrouiller aussi tout seul. Et j'étais dans son jury de thèse qui était précisément dédié à l'attachement aux marques, la façon dont... Pourquoi on s'attache aux marques ? Parce que, sans trop entrer dans des débats sémiotiques, ces marques sont liées à ce qu'on appelle des formes de vie. Derrière manger un produit de telle ou telle marque, il y a derrière une forme de vie, et je prendrai un livre magnifique que je vous recommande, qui est celui de Marielle Massé sur style, c'est-à-dire que c'est une modalité d'être dans la vie. C'est une modalité d'être. Or, aujourd'hui, avec le règne de l'individualisation, ce qui est difficile à réaliser, si vous voulez, en mode paradoxal, c'est que la marque doit tenir un certain discours générique qui intéresse tout le monde, mais en même temps, elle doit me toucher, moi, en propre, par rapport à l'éthos que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère que je veux donner à ma vie. Et Marielle Massé dit l'élément commun qui fait qu'aujourd'hui on donne de la valeur à notre existence et à notre forme de vie, c'est que chaque individu, dans un contexte de postmodernité et d'hyper-individualisation, est capable, aussi rudimentaires soient les moyens, de donner du style à son existence. Et la marque va entrer, vous voyez, dans cette notion de style. Est-ce qu'on pourrait dire encore, Inès, une marque, c'est générer de la préférence sur une différence, avant de voir un peu comment elles vont, évidemment, jouer leur rôle dans l'éducation du goût? Enfin, ça, c'est un résumé très clair de tout le management. Hein. Le management, c'est bien qu'il soit stratégique, marketing, etc. C'est être un peu meilleur que le concurrent. On ne peut pas être le meilleur partout. Hein. C'est donc toujours relatif. Et donc, le marketing, c'est la même chose. C'est arriver à se différencier par rapport au discours, aux efforts que font d'autres marques à un certain moment, à pouvoir, à un moment donné, pouvoir marquer une différence et effectivement, du coup, attirer l'attention,
créer un lien peut-être affectif avec le consommateur. Et justement, quand il s'agit de l'enfant, on est bien sur la construction de ce lien affectif. Mais si je peux me permettre de passer deux petites planches, je voulais juste... Magnifique transition. Les exemples concrets. Voilà, je voulais juste rappeler que pour parler des marques, de l'enfant et du goût, il faut déjà qu'il y ait un marché et il faut déjà que l'enfant se comporte comme un consommateur. Donc oui, il y a une éducation déjà du consommateur. Comme vous le voyez ici, c'est une collègue au Canada qui m'avait envoyé cette image en 2009. On se demande toujours ce que sont les petits drapeaux, vous savez, dans les mini-caddies dans les supermarchés. Ben, en fait, c'est un dispositif sociotechnique. Michel Foucault dirait une microtechnologie du quotidien qui va subjectiver l'enfant, qui va incorporer toute la gestuelle du libre service dès son plus jeune âge, dès qu'il accompagne les parents au supermarché. Donc déjà, il faut que ce premier travail ait été fait, c'est-à-dire que l'enfant se pense comme un consommateur légitime, capable d'agir au moins dans l'espace du libre service pour effectivement mettre dans son petit caddie un certain nombre de produits. Donc déjà, il faut qu'il y ait un enfant consommateur. Donc vous voyez que les marques de distribution en particulier, elles savent faire et elles ont inventé le mini-caddie. Franck Cauchois l'a très bien montré dans les années 40, démarrage du libre service, et dans les années 45-50, on voit déjà apparaître tout de suite des mini-caddies proposés aux enfants. Après, je voulais juste revenir sur des exemples de techniques marketing. Ce sont des exemples, il n'y a aucun caractère d'exhaustivité ni quoi que ce soit, hein, c'est juste pour susciter un peu le dialogue. Donc il y a des techniques classiques pour s'adresser à l'enfant, c'est de faire du co-branding ou de la promotion croisée de façon à signifier à l'enfant que ce produit est fait pour lui. Il va reconnaître soit une marque qu'il connaît déjà dans un autre univers, on parlait de circulation, et donc là il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est celui-là. Donc c'était un co-branding entre Kellogg's et Lego qui donc ont proposé en 2006, très connues, très reconnues pour leurs compétences dans le domaine de l'enfant, et elles ont fait un produit quand même extraordinaire qui est celui-ci en 2006. Et donc j'ai envie de vous poser la question, quel est le bénéfice éducatif pour l'enfant ? C'est une question que j'aime bien poser à mes... C'est deux marques un peu hétérogènes, hein, enfin exogènes. Non, l'une vient du jouet, l'autre vient évidemment de l'alimentaire. Et là, elles ont fait, si vous voyez bien, des petits snacks, donc des petits bonbons, on va dire, à sucer sous forme de briques Lego. Donc, qu'apprend l'enfant, si on est sur l'éducation au goût, qu'est-ce qu'il apprend avec ce type de produit ? S'il joue avec les briques au lieu de manger les bonbons, c'est bon. Hein. Voilà, donc il va, en gros... Non, mais apprendre à sucer ces briques Lego. Voilà, donc le problème, c'est que très vite, évidemment, les associations de consommateurs américains ont dit qu'est-ce que c'est que ce produit, et ont dû, effectivement, la marque n'a pas eu d'autre choix que de retirer ce produit du marché. Ce qui est quand même un peu étonnant, c'est le manque de sens commun. C'est-à-dire, ok, c'est peut-être une bonne opération de co-branding parce que ce sont deux marques très connues des enfants, mais en même temps, en termes de juste sens commun, c'est un peu étonnant. Donc ça a été évidemment retiré du marché. Et donc la question que je pose derrière, c'est est-ce que l'éducation de l'enfant est un impensé managérial ? Est-ce qu'effectivement, on sort des produits sans réfléchir à ce qu'il va induire ou ce qu'il va susciter comme apprentissage de la part de l'enfant. Si tu le permets, malgré tout, il y a une motivation, c'est de prendre l'imaginaire, donc l'espace figuratif de l'enfant. Et on dit dans l'espace figuratif de l'enfant, il y a des objets totémiques. Hein. Et dans ces objets totémiques, il y a les petites céréales du matin, il y a Lego, il y a peut-être des objets qui appartiennent à ces figures emblématiques qui viennent du cinéma, des médias, de la vidéo, etc. Et donc, on essaie ensuite de créer des liens artificiels ou naturels, comme vous voulez, entre ces éléments totémiques, iconiques ou figuratifs. On donne le nom qu'on veut à tout ça. Et là, j'ai envie de dire, la motivation de cette affaire-là, c'est de créer des passerelles entre des éléments iconiques ou totémiques qui sont dans l'espace figuratif de l'enfant. Donc c'est pas débile, si vous voulez, hein, par rapport à la question d'Inès en disant est-ce qu'il y a de l'impensé ? Non, il y a du pensé, bien évidemment, et vous pouvez être sûr que derrière il y a aussi du marketing et de la sémiotique, où ils ont dit on va faire une espèce de mapping et on va mettre des éléments iconiques ou iconisés qui sont dans l'imaginaire de l'enfant, tac, 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 tel personnage médiatique, à la mode, parce que je l'ai dit avec l'agenda setting, il y a des personnages médiatiques assez constants, puis il y en a d'autres qui virent. Un Zorro
Zorro, par exemple, est moins bankable maintenant que... ou Tarzan, d'une certaine manière, moins bankable que la Reine des Neiges ou d'autres personnages qui émergent comme ça. Donc, vous voyez, la motivation était en créant ces passerelles. Mais, à un moment donné, il y a l'effet de réel qui revient, hein, c'est ce que tu dis, il y a une résistance malgré tout par rapport au comportement, résistance des consommateurs eux-mêmes et des associations de consommateurs, résistance aussi à l'usage, et à un moment donné, c'est peut-être dans n'importe quoi, c'est-à-dire c'est un beau schéma intellectuel, mental, sémiotique, mais qui n'est pas en correspondance vraiment avec le réel. Et donc là, c'est plutôt bien. Le réel fait résistance. Bon, pardon, mais c'était juste pour motiver, en disant, c'est pas une connerie faite comme ça, de pur marketing aveugle, irréfléchi, c'est au contraire, à mon avis, derrière un beau travail anthropologique, en quelque sorte, qui est fait. Enfin, je leur prête peut-être des vertus qu'ils n'ont pas, mais non, mais ce sont deux marques tout à fait reconnues pour leur connaissance sur l'enfant, etc. Donc voilà. Alors évidemment, on me demande à gauche si ça a changé depuis. Oui, heureusement, ça a changé. Je ne dis pas là que c'est ce que font toutes les marques alimentaires, hein, mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bel exemple parce que pour moi, qui essaye de faire réfléchir les étudiants, voilà, il faut quand même se demander si on a pensé à tout quand on fait des opérations de co-branding, hein, c'est plutôt ça. Et effectivement, comment un enfant peut interpréter cette offre qui lui est faite, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais. Alors, je vous donne juste un deuxième exemple parce que je veux pas. Alors ça, c'est voilà, c'est le licensing responsable. Donc je pense que c'est, alors ça on le trouve beaucoup. C'est comment dire, pour moi c'est, alors je l'interprète comme ça, mais suite au problème qu'a connu aussi Shrek quand il a été apposé sur des boîtes de céréales. Donc je vous rappelle que Shrek c'est quand même un ogre à la base, il mange de façon compulsive, il n'a pas de très bonne manière de table, je vous rappelle qu'il se délecte de son cérumen, etc. Bon voilà, donc mettre Shrek sur des céréales pour enfants, c'est déjà en termes de modèle un peu problématique, mais en plus, alors que c'est la bonne décision technique d'un point de vue marketing, ça c'était apparu dans les mêmes années, 2006, en fait c'est la licence du moment qui a le plus de succès, donc c'est normal d'apposer la licence qui plaît le plus aux enfants pour essayer de faire rentrer ce produit qui est finalement très banal, les céréales, dans l'actualité des cultures enfantines. Donc ça s'est mal passé, là aussi il y a une association de consommateurs qui a tout de suite réagi en disant on vous attaque, et Kellogg's a là aussi bien réagi d'un point de vue managérial en disant écoutez, on va organiser un board de nutritionnistes et comme on ne peut pas se passer de la licence qui quand même qui permet un transfert de notoriété et rend les céréales intéressantes pendant une période vis-à-vis des enfants, en fait on va faire en sorte qu'on utilise des licences uniquement sur des produits qui auront été validés par un board de nutritionnistes comme étant des bons produits qui correspondent au développement de l'enfant. Évidemment, ça interroge sur est-ce que l'entreprise aurait oublié quel était son premier métier, c'est-à-dire de quand même nourrir les enfants, etc. S'il faut qu'il y ait une association de consommateurs pour qu'un board de nutritionnistes soit constitué, enfin moi ça m'interroge un petit peu. Voilà, donc ça aussi. Et alors du coup, je pense que un certain nombre de propriétés qui ont un potentiel qui peuvent apporter un transfert de notoriété à d'autres types de produits, dont des produits alimentaires, ont tiré des leçons de cet exemple et aujourd'hui on voit des associations qui sont entre donc des personnages, là ce sont les personnages de Disney, hein, mais par exemple Warner Bros a fait la même chose avec les Looney Tunes. On va rendre la licence responsable parce qu'on va effectivement promouvoir toute une charte et expliquer aux parents qu'on appose la licence qui va attirer l'enfant parce que ça crée un lien affectif avec l'enfant. Donc l'enfant va être attiré par ces produits, plus d'autres techniques marketing, l'effet de collection, enfin plein d'autres choses derrière. Et donc vous voyez, les petits Louis et Disney s'associent pour aider les enfants à mieux manger. Donc comment... alors là aussi, quel est le bénéfice éducatif pour l'enfant? On peut se poser la question. Donc on voit le site Disney avec ses objectifs.
Donc, tous en forme. Ce sont des objectifs tout à fait louables d'accompagner effectivement les familles et les parents dans une éducation plus large, pas uniquement alimentaire, mais en particulier sur une bonne hygiène de vie, etc. Et donc, il faut rendre la licence responsable, mais n'empêche que ça n'enlève pas d'autres informations qui viennent d'autres sources, où le Nutri-Score va considérer que le petit Louis, je crois qu'il est évalué D, et surtout, il a été évalué aussi dans l'échelle NOVA, qui est critiquable en tant que telle, mais qui cherche les additifs particulièrement et qui cherche à savoir si le produit a été extrêmement transformé, est-ce qu'il est ultra transformé. Et malheureusement, ce produit atteint l'échelle 4, c'est-à-dire le maximum sur cette échelle. Merci Inès. C'était important d'avoir des exemples concrets pour être en immersion sur justement les stratégies des marques. On voit par exemple sur les stratégies, il y a une stratégie avec le premier cas qui fonctionne sur l'éducation. Est-ce qu'on dit l'éducation justement, on va y revenir, par imprégnation comportementale. Alors ça peut toucher le petit garçon et la petite fille, mais si je prends l'exemple de la petite fille, on va dire c'est très bien, tu as commandé à Noël une poussette et un poupon, très bien dans le mode genré, on va pas, vous voyez le débat social qu'il y a derrière. Puis pendant que tu y es, avant Noël, on va faire les courses avec maman, si tu peux apprendre à pousser le caddie et tout ça, c'est parfait. Comme ça, tu auras une très bonne éducation comme consommatrice ou comme consommateur futur. Donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler un mode d'imprégnation comportementale en douceur. Évidemment, qui peut être sujet à discussion. Il y a une deuxième modalité, vous avez vu, qui ne fonctionne pas sur l'imprégnation comportementale, mais plutôt sur l'attachement à des produits spécifiques. Donc je vais me tourner maintenant. Donc on voit bien que les stratégies des marques peuvent être extrêmement différentes d'un segment à l'autre. Je vais me tourner maintenant vers les trois autres intervenants et leur demander, eux, comment est-ce qu'ils ont des exemples concrets qui entreraient dans le régime de l'éducation, de l'apprentissage au goût opéré par les marques. Je vois Gérard Cagna qui est en face, il aurait pu être aussi à cette table ronde évidemment, puisqu'il travaillait à l'école Thierry Marx, tu aurais eu beaucoup, et tu le diras peut-être tout à l'heure dans le jeu et le feu des questions, mais je me tourne, et vous prenez la parole librement, mais je me tourne directement vers Olivier quand même. Est-ce que tu as des exemples concrets de relations avec les marques qui pourraient entrer concrètement dans une situation particulière dans ta logique ou dans la logique d'éducation au goût ou d'école du goût? Non, je pense que, pour moi, la meilleure façon que les marques auraient de se démarquer, si on peut dire ça comme ça, c'est d'aller dans la transmission pure, en fait, et d'être dans une transparence totale. Tout à l'heure, on parlait de Lactalis, et c'est là où, en fait, où est tout la problématique. On peut avoir un scandale d'un côté, mais si on regarde Lactalis, c'est aussi Président. Ceux qui font la pub pour Président, c'est Fréchon, qui est un chef de palace. Et du coup, en fait, c'est là où est toute la complexité. C'est aussi derrière le groupe Lactalis, ils sont aussi derrière le Brie de Meaux et le Brie de Melun, par exemple. Et si on a encore du Brie de Meaux et de Brie de Melun, c'est aussi parce qu'il y a Lactalis derrière. Et en fait, c'est là où c'est très difficile. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, l'intérêt, enfin en tous les cas des marques, et je pense qu'il va falloir que ces gens-là vraiment s'y attellent, et pour avoir, je pense, une meilleure éducation, et notamment au niveau du choix, au niveau de la prise de conscience alimentaire, en tous les cas au niveau des enfants, je pense qu'il va falloir qu'ils s'attellent à une transparence totale et aller chercher tout ce qui va être autour de la transmission. C'est-à-dire que un produit, c'est comme ça quand il est brut, quand on le transforme, il est comme ça. On peut prendre Nestlé, je pense Naturness, je crois que c'est Nestlé. Voilà, il commence un petit peu aussi à expliquer toutes ces choses-là, de dire aujourd'hui, on va prendre une carotte, on va la prendre non traitée, ou en tous les cas le plus proche du bio possible. Si elle est locale, c'est encore plus génial, et du coup on va le traiter là comme ça, pour que ça apporte les meilleurs pouvoir nutritionnel à nos enfants. Donc je pense qu'il y a les marques, en fait, aujourd'hui, elles sont sur une schizophrénie, peut-être on pourrait dire ça comme ça, ou un dédoublement de personnalité, où d'un côté, elles vont essayer de transmettre au maximum les choses. Nous, en tous les cas, c'est ce qu'on fait en termes de cuisinier. On essaye de transmettre, et en même temps, on regarde nos restaurants et le business, quoi. Et on se dit, oui, effectivement, j'ai essayé de limiter mes coûts, j'ai essayé d'arranger mes marges pour essayer de tenir. Donc en fait, on est dans cette complexité-là qui est assez...
c'est assez Ce qui fait que dur. toi, tu peux pas avoir un rapport univoque avec une marque comme Lactalis, parce qu'elle a une telle approche, si on est mal intentionné, on dira tentaculaire du marché, si on est plus mieux intentionné, on dira réticulaire, elle fonctionne en réseau, ça rejoint notre mésoniveau tout à l'heure, c'est-à-dire elle est liée à des produits, elle est liée à d'autres marques, elle a des sous-marques, elle a des marques périphériques, elle est liée à des chefs, elle est liée à de l'espace, elle est liée sans doute à des actions sociales vertueuses, ce qui fait que toi, tu peux pas dire, Lactalis, voilà mon interlocuteur, j'aime pas. Tu dis, on est obligé de nuancer parce qu'il y a des bonnes... voilà, on n'a pas un point de vue univoque là-dessus. C'est très difficile d'être ou tout noir ou tout blanc quand on choisit une marque. En tous les cas, pour les professionnels, quand on choisit une marque, je dis, tiens, voilà, j'ai travaillé avec Nestlé. Bon, Nestlé, ils ont tel ou tel produit super éthique, où ça marche bien, ça fonctionne, et puis à côté de ça, il y a tel ou tel produit où ça va pas du tout, parce que les scores sont pas bons, parce que c'est pas bon. Là, alors c'est drôle, parce que je viens de m'apercevoir que je faisais des choses, que je viens d'apprendre des choses que je faisais et que je savais pas que ça avait des noms. En fait, par exemple, moi, mes cuisines mobiles, quand je me déplace dans les écoles, c'est des cuisines en Lego. Et mine de rien, quand j'arrive avec mes cuisines Lego dans les écoles, les enfants, ils écoutent pas de la même façon, quoi. Parce que déjà, ils ont reconnu la cuisine, et après, ils disent, super, on va en plus apprendre une recette de cuisine sur des cuisines Lego, en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait construire, quand on a vu qu'on pouvait faire construire ces cuisines Lego-là, dans ma tête, je me suis dit, tiens, Lego va peut-être financer les cuisines mobiles. Mais, pas eu d'enveloppe de Lego. Bon, d'accord. Mais il n'empêche que voilà, nous aussi, je pense qu'inconsciemment, on croise aussi des choses, et c'est vrai que grâce à ça, on arrive à toucher un maximum de personnes. Bon, Laurent Terrasson, alors toi, est-ce que tu as un exemple de relation avec les marques ou tout le temps, donc toujours sur cette voie éducation, hein. Oui, alors tout le temps, parce que je vois beaucoup de marques accompagner les chefs de la restauration collective pour leur proposer des menus, des animations, des choses comme ça. Mais moi, je réagis quand même, parce que donc la petite fille, elle mange pas... elle mange une pastèque, c'est un produit naturel. Et en fait, je crois que avec les marques, on est tous vigilants, et on doit être vigilants, et avec le plus de conscience possible. J'ai juste raconté une anecdote par rapport à cette image, puis par rapport aux marques. Vous avez tous, puisque vous êtes tous professionnels et tous élevés dans l'éducation alimentaire, dans la loi Egalim, récemment, j'étais avec des agriculteurs. Et vous savez, il y a ces 50% de produits de qualité et 20% de produits bio. Et les agriculteurs que j'avais face à moi, c'était à Nancy, ils n'ont pas de marque, ils n'ont pas de label, c'est des produits locaux. Donc ils ne rentrent pas dans ces 50% de produits de qualité. Par contre, les soupes Knorr qui sont bio rentrent dans ces produits de qualité. Donc là, j'ai fait réagir une population agricole qui se disait, mais c'est pas possible. Mais en fait, on a donc besoin de marques dans nos sociétés. On a besoin de références. Quand on part en voyage, si on n'a pas la marque du village, si on n'a pas la marque du territoire, on n'a rien à raconter. Donc en fait, non, je ne sais pas, alors c'est le sémiologue qui va pouvoir éclaircir mon propos, mais... Une petite battle qui se... Oui, non, mais ça va se préparer. Donc en fait, moi je suis toujours... En fait, je suis journaliste, je suis pas technicien. Je pense qu'on doit être toujours vigilant, on doit toujours s'interroger. Mais tu as un exemple en tête de marque, donne-nous... alors, je parlais de Danone, parce qu'avec le programme Clémentine, c'est vrai que ça m'a pris du temps de prendre conscience du fond de ce travail-là. C'est-à-dire que c'est Mohamed Mejri, tu sais, qui était en charge de cette recherche-là. Et c'est vrai qu'au niveau de l'éducation alimentaire, ils ont fait une démarche qui est magnifique, vraiment. Mon seul doute, c'est qu'en restauration collective, le personnel, il faut le former. Et est-ce qu'il est apte à être formé pour éduquer après? Mais c'est vrai que la démarche est très vertueuse. Mais justement, la marque Danone, est-ce qu'ils ont eu besoin justement de créer une fondation? Moi, je m'interroge aussi là-dessus. Ensuite, travaillant avec les élus, les collectivités, face aux élus, alors je ne sais pas s'il y en a là, il est impossible de parler de marque. Un élu n'accepte pas. Et alors, on va faire quelque chose avec Danone. Ah non, ça ne passe pas. Donc on va faire quelque chose autour de l'éducation alimentaire. Et puis, donc en fait, on remonte à partir du sens pour aller effectivement vers la marque. Merci. Laurent Ron. Alors, c'est compliqué comme sujet en fait. Je
pense c'est bien, je sais pas, si on arrive à appréhender la complexité, c'est bien, mais c'est pas... Donc je pense que c'est compliqué pour le consommateur, c'est compliqué pour les marques. Juste rappeler, puisqu'on est là à célébrer Jacques Puiset, donc la complexité de gérer cette semaine du goût, parce que historiquement... il y a une relation d'attirance pour les marques, pour certaines marques, pour le sucre au départ quand ils ont créé, puis pour des marques qui sont venues un peu tous comme au Tour de France adhérer à l'association, puis finalement ça a été racheté par des opérateurs, puis maintenant ça appartient à la distribution. On voit bien qu'ils ont envie d'y aller, mais c'est compliqué quoi. Alors qu'au départ tout le monde dit la semaine du goût c'est formidable. Donc un contenu qui est éducatif, qui a l'air très citoyen. Jusqu'à quel point les marques s'en emparent ou s'en emparent pas, parce que ce qui est intéressant pour la marque, c'est d'arriver à imprimer une expérience positive avec le signe qu'elle détient. Donc quand Olivier, avec son chapeau, il dégage sa sympathie, sa marque Olivier Chapeautoc, pardon, oui, je parle avec les mains, Olivier Chapeautoc va fonctionner pendant le moment où Olivier fait son expérience. Mais comme il le disait très humblement et très justement, la France entière des enfants ne connaît pas Olivier. Donc, par contre, une marque qui fait l'expérience d'acheter dans un supermarché, voilà. En fait, on est tous des grands enfants, c'est ça qu'on ne comprend pas dans la relation entre goût et marque, ou des grands adultes qui croient comprendre, mais une tribu les consommateurs, c'est une tribu qui se croit intelligente, mais qui est très primitive. Dans la relation au goût, on est ici en train de sacraliser que le goût, ça se reconnaît, etc. Non, dès qu'on met une marque et qu'on fait des tests aveugles, que ça soit une bouteille de vin qui a une étiquette plus... Ça a été fait il y a 20 ans, une étiquette plus valorisée, qu'on fait goûter le même vin, ou des champagnes. Le groupe de Pierre Combry, ça fait ça aussi il y a une quinzaine d'années. Les gens, ils trouvent qu'il y a un meilleur goût quand la marque qu'ils attendent est là. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Et comme on aime ce qu'on mange, pour un enfant, il est peut-être plus résistant. Il est peut-être plus résistant parce que lui, il dit, par exemple, on écoutait Sophie Niklos hier, il a la néophobie. Donc lui, à un moment donné, dans le supermarché, la marque l'intéresse peut-être. Il va pousser la mère à mettre dans le caddie, mais devant son assiette, s'il l'a pas, et s'il n'a pas appris et ce lien, il va falloir soit le reconstruire, mais où et quand. Et pour la marque, c'est compliqué, donc du coup, de faire des événements, d'essayer d'intégrer des occasions de créer cette expérience, ou ça marche pas, parce qu'en fait, la marque, elle a marché avec le parent qui veut avoir la paix, parce qu'il va acheter le truc, ou avec le parent qui fait pas d'abord qui emmène ses enfants au supermarché, donc ça fait des classeurs sociaux terribles, parce que effectivement si vous emmenez pas vos enfants au supermarché, vous échappez à ça. Mais ça demande d'avoir du temps, donc le CSP+, etc. quoi, c'est évident. Donc la question c'est où Olivier, ou des gens, ou en tant que parent, on peut construire un lien de lucidité avec les enfants. Alors est-ce que ça sert les marques ou pas? Ça, c'est une question, c'est pour ça que je terminerai là-dessus parce que Jean-Jacques me surveille. La complexité, elle est aussi là, c'est-à-dire que les marques, c'est les marques produits, mais c'est les marques corporate. Là où, ça n'a rien à voir ce qui se passe là-haut. C'est-à-dire d'un côté, on a une marque qui a un problème, qui prend le risque. Je pense que ça n'a pas marché aussi parce que les Lego, il y a des gamins qui avaient un risque d'avaler des Lego parce qu'ils avaient appris à bouffer des bonbons, peut-être. C'est peut-être ça, j'y connais rien. Voilà, peut-être que le service juridique a dit, mais vous êtes cinglés les gars au marketing, hein, c'est bien, vous avez fait des mappings, mais... vous n'avez juste pas eu du bon sens. Mais d'un côté, le Disney dit « Waouh, on est des gens super !» Et c'est une problématique des marques, et ils peuvent l'être. Et donc ça, c'est la corporate social responsibility, c'est de dire il y a des sujets qui intéressent les consommateurs, y compris les petits maintenant. « Ah maman, qu'est-ce que tu manges, c'est de la merde !» qui remontent et qui obligent à avoir des actions, une réflexion, etc. Donc là, on est en plein dans un truc... combien de références ont bougé à cause de Yuka? Des recettes ont été refaites, ça coûte un fric fou. Donc c'est très complet. On est à un point crucial où le sujet sur lequel on construit le contenu de marque qui pourrait être éthique, vraiment pas genre c'est local, alors c'est bon, allez chercher la viande du... Mais je suis désolé, moi, je suis peut-être désagréable ici, mais le producteur, il y a des producteurs locaux, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Donc réfléchissons avec nos enfants, ne leur disons pas juste c'est une marque, c'est caca, et c'est un petit producteur, t'inquiète pas, il est juste à côté, c'est forcément bon. Non. La conscience, elle est là. La conscience, c'est de ne pas adhérer à une religion, qu'elle soit petite et locale, donc sectaire, ou qu'elle soit installée dans le marketing et peut-être monothéiste. Voilà. Donc, le rôle des marques est troublé, je termine, parce que on est dans un climat instable, et donc peut-être elles ont une chance, une vraie chance, pas forcément manipulatoire avec la RSE, de se dire
Et effectivement, on est obligé d'y réfléchir. Et peut-être qu'on peut y réfléchir sincèrement, pas juste pour préserver nos ventes. Voilà. L'enjeu, il est là. Et du coup, d'inscrire des réelles actions qui recréent de la proximité, qui recréent du contenu avec un maximum de sincérité. Et là, il va y avoir une relation à rétablir avec les producteurs. Ce que disait le cuisinier hier, on a entendu de la religion, et à la fin, c'est le cuisinier qui a été intelligent et dit, mais moi, comme toi, moi, des fois, je travaille avec des marques parce que eux, ils travaillent avec des producteurs aussi. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de quiconque, de rétablir une équipe. Je dis juste, réfléchissons à comment se créer ce lien et essayons nous-mêmes. L'intelligence, c'est je ne sais pas, et je vais essayer de comprendre. L'intelligence, c'est pas je sais déjà, et je vais vérifier ce que je sais. Et ça, les enfants, c'est peut-être là-dessus je termine, ils le savent, c'est-à-dire, ils sont comme ça, et on les tue. On leur empêche de réfléchir, parce qu'on leur dit maintenant tu comptes, tu lis, et tu fermes ta gueule. Et tu veux ça, ok, bon, c'est bon, fous-moi la paix. Ou non, tu vas pas prendre ça parce que c'est pas bon, etc. Mais moi, j'aime ça. On prend pas le temps de découvrir avec eux ce qu'ils aiment, de redécouvrir ce qu'on aime nous, etc. Donc, place à l'intelligence. L'intelligence, enfin, c'est redonner une éthique, en fait. C'est redonner une éthique parce que. Non, mais la pensée juste. Oui, non, mais d'accord, mais si tu veux, le problème, c'est la pensée qu'économique et capitalistique. Aujourd'hui, on la refuse. Donc, dernièrement, une équipe me disait, oui, non, mais attends, ils s'en foutent. Une équipe marketing d'une grande marque ne parlait même plus de gains économiques. Et ils n'arrivaient même pas à en parler. Mais c'était insidieux. Et ils arrivaient finalement à évoquer les gains et tout ça, mais sans afficher cette quête de gains capitalistiques. Et donc c'était dans la politique RSE de l'entreprise, mais c'était très intéressant. Une chercheuse disait ça, et moi j'étais assez étonné de voir que aujourd'hui, dans cette démarche RSE, il y avait un peu de... schizophrénie peut-être, ce serait le mot le plus fort, quoi. Et voilà. Non, mais c'est très bien. Merci, je regardais juste la montre parce que je sens que le public, avant les questions, réclame un exemple nouveau. Et Inès a tout prévu, vous allez voir. Non, enfin, je voulais, sur cet exemple qui vient de passer, montrer un peu ce découplage entre une communication affective liée au personnage, évidemment, de la propriété, et puis ce message très rationalisé, très structuré de la RSE corporate vis-à-vis des parents. Enfin, voilà. Donc, je m'interroge aussi comment on peut comment mieux faire combiner ces deux approches qui sont effectivement la réalité en termes de façon à éduquer au goût ou de façon à éduquer l'enfant. C'était ça ma question. Mais c'est effectivement une chose que l'on voit très régulièrement maintenant. Les marques créent tout un dispositif, surtout si elles ont des propriétés qu'elles peuvent proposer à d'autres industries. Alors la situation numéro 3 que je voulais... Alors je vous rappelle, c'est absolument pas exhaustif, c'est 3 exemples qui me paraît intéressant d'observer, de débattre entre nous, c'est faire manger des légumes. Et donc nous, on suit depuis le démarrage cette entreprise KitFresh qui a été créée justement par 2 anciens cadres de Danone à New York d'abord. Ils avaient proposé un modèle de l'ultra frais, je ne vais pas revenir dessus, qui était trop cher en termes de coût fixe, donc ils sont passés au surgelé. Et aujourd'hui, donc KitFresh est quand même une marque qui est référencée dans beaucoup de grandes surfaces américaines. Et vous voyez, donc, c'est des aliments bio. Ils essayent de promouvoir une nourriture bio. Et ils essayent d'éviter des additifs, des preservatives, des conservateurs, etc. Vous voyez là un exemple, j'ai pris un exemple pour aller visiter leur site. Donc gluten-free et vous voyez no artificial. Enfin, ils ont vraiment une démarche. Alors, eux, sur le plan nutritionnel, sur le plan du produit qu'ils proposent, extrêmement éthique et extrêmement intéressant. Et je voulais juste attirer votre regard sur ça. Vous pouvez peut-être pas le voir très bien, mais c'est écrit Hidden Veggies ou Veggies, donc les légumes cachés. Et donc, quel est le bénéfice éducatif pour l'enfant ? En fait, c'est effectivement
Et il y a des vidéos sur le site où vous pourrez voir ça. C'est une autre stratégie éducative, c'est dire let's talk about hidden veggies. Donc nous cachons des légumes dans les sauces, de façon à obliger l'enfant finalement à manger des légumes, parce qu'effectivement vous savez qu'aux États-Unis c'est un peu compliqué, hein, la situation des cantines par exemple, puisque vous apportez votre lunchbox dans votre école, etc. Et dans la lunchbox, comme les parents sont très débordés, je caricature un peu, mais il y a en gros que de la junk food. Donc il y a un soda, de la nourriture toute faite, bon, qui est trop grasse, trop salée, trop sucrée. Bon. Donc c'est pour essayer de faire prendre conscience aux parents qu'on pouvait peut-être faire autre chose. Et ils ont été très forts aussi parce que c'était une petite entreprise qui démarrait. Ils n'ont pas du tout misé évidemment sur la pub télé. Ils se sont entièrement développés en essayant sur les réseaux sociaux numériques, en essayant d'évangéliser les mères, préoccupées évidemment de la bonne santé de leurs enfants, etc. Donc la question que je voulais un peu poser, c'est quelle est cette stratégie éducative de cacher les végétaux? Voilà, c'est juste ça ma question. Je suis sûr qu'Olivier, ça doit l'énerver. Cette stratégie éducative du légume caché, pour être acceptable, il doit arriver masqué. Hein. C'est ça, on ment quoi. On va essayer de mentir au lieu d'essayer d'éduquer. Et ça pour moi c'est un vrai problème parce qu'en fait pour rebondir sur ce que tu disais, en fait un enfant il a une forme d'intelligence déjà quand il arrive sur Terre, déjà c'est l'inconnu de tout. Donc il va aller chercher lui-même plein de choses. Il va aller se faire sa propre éducation entre guillemets sur plein de domaines. Nous on va arriver, on va rejeter nos problèmes on va dire sur nos enfants. La cantine c'est dégueulasse. Voilà, point. Alors qu'il y a des chefs de cuisine qui se battent à longueur de temps, qui sont dans l'ombre et qui vont essayer justement d'expliquer aux enfants, justement d'aller chercher des produits nobles pour essayer de faire manger 200, 300, 400 000 élèves. Pendant que nous, dans nos restaurants gastronomiques, si vous voulez, on va faire manger 50 personnes et aller choisir un produit tip-top. Et presque à la rigueur, moi je me dis souvent que je suis un cuisinier feignant parce que quand j'ai un produit tip-top, il faut vraiment être nul pour en faire quelque chose de mauvais. Et c'est vrai que là, quand on cache en fait aux enfants, il y a un véritable problème, c'est que un enfant a besoin de manipuler les choses pour comprendre. J'ai commencé en fait en faisant des ateliers dans des crèches où les PMI m'avaient interdit d'apporter des produits bruts. Je leur ai dit c'est quand même très compliqué de faire une compote de pommes et pas pouvoir montrer aux enfants une pomme et de jouer avec une pomme, parce que jouer avec les aliments pour moi c'est quelque chose de très intéressant. Quand on va sur le festival que j'ai créé, les enfants évoluent dans un marché. Et sur ce marché-là, justement, on leur fait découvrir plein de produits. Ils ont le maraîcher, ils ont le poissonnier, ils ont le fromager, ils ont le boulanger. Et en fait, ils peuvent toucher tous les produits. Et il y a des meilleurs ouvriers de France qui sont là pour leur expliquer, mais des producteurs aussi pour leur expliquer tel ou tel produit, la saison, ce que c'est, ainsi de suite. Sur ce marché-là, on a 2 cuisines qui fonctionnent et qui mettent en avant le produit brut, qui le travaille et qui le cuisine et qui, au final, le fait goûter à l'enfant. Donc l'enfant, en fait, a vu toute la transformation. Je peux vous assurer qu'à la fin du festival, ils savent faire une différence entre un concombre et une courgette. Que quand on va dans une école et qu'on demande à un enfant de dessiner un poisson, on aurait tendance à avoir un poisson carré avec un triangle devant, un triangle derrière et des yeux sur les coins. Et en fait, c'est ça qui est dramatique. Plus on va cacher à l'enfant, moins ça va marcher. Il y a un chef de cuisine aux États-Unis qui a fait ça, mais qui a fait ça de façon très intelligente. Il a décidé d'aller dans les quartiers défavorisés, de faire des plats de pâtes et de faire des sauces justement à base de viande et de légumes à l'intérieur, de poissons et de légumes à l'intérieur, et que de légumes. Et il se déplace partout. J'ai plus son nom en tête, mais si vous regardez sur Internet, à mon avis, vous allez le trouver. Et il fait ça. Mais il mixe ses sauces, donc il fait manger des légumes, il fait manger des protéines aussi aux enfants, ainsi de suite, avec ses pâtes. Mais ce qui est intelligent chez lui, c'est qu'il explique et qu'il montre à l'enfant aussi le produit brut. Je terminerai sur des ratatouilles surgelées, par exemple. On va arriver sur une ratatouille surgelée, on va mettre ça dans une barquette de plats préparés, on va donner ça à notre enfant parce qu'on n'a pas le temps. Et ça, c'est vrai que souvent, en semaine, on a moins de temps. Et on mange plus de plats préparés en semaine que le week-end, en tous les cas pour certains. Il y en a qui en mangent tous les jours, ça leur pose pas de problème. Mais il y en a aussi qui cuisinent tous les jours et qui anticipent leur repas. Et c'est vrai que souvent, en fait, et c'est là où moi j'aurais tendance un petit peu à alerter les parents à chaque fois que je me déplace, sans être moralisateur, c'est que pas de problème. Prends une ratatouille Picard, il n'y a aucun souci. Moi là-dessus, prends un hachis parmentier, prends ce que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais utilise ton téléphone, cette fameuse téléphone où on va tous sur Instagram, Snapchat et Facebook. Utilise ce téléphone-là pour montrer à ton enfant qu'une ratatouille, dedans il y a un oignon, ça ressemble à ça.
Un poivron, ça ressemble à ça. Et si tu vas faire les marchés ou si tu vas dans les grandes surfaces, arrête-toi 5 minutes au produit marché et te dire, voilà, tu vois, on a mangé une ratatouille mardi soir, aujourd'hui on est mercredi, on fait le marché ensemble, et bien tu vois, dans ta ratatouille, il y avait une aubergine, ça ressemble à ça, une courgette, ça ressemble à ça, et ainsi de suite. Et je pense que l'éducation, elle est là, en fait. Et plus on va cacher, c'est pour ça que ça me fait un peu bondir, mais plus on va cacher à l'enfant, ben plus on va lui mentir, plus le jour où il va s'apercevoir de la tête du produit, il va dire, ben non, mais ça, j'en veux pas, en fait. Parce que c'est pas comme ça qu'on me l'a montré au départ. Donc nous, en fait, dans cette association, on est les chefs qui s'invitent à l'école. Donc on fait autant des recettes de cuisine et de pâtisserie parce que c'est sympa et ainsi de suite, mais on fait aussi des découvertes de produits. Et on arrive des fois avec plein de produits, on ne fait que les regarder, les toucher, les découper, et je peux vous assurer que ça fonctionne. Et on reçoit de plus en plus de messages des parents qui nous disent « Super, merci », parce qu'on a réussi à faire manger des brocolis à nos enfants, quoi. Oui, on va donner. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que bizarrement, on ne sait jamais comment une table ronde va faire émerger des sujets. On n'a pas abordé le sujet avec un point central qui est à l'école du goût. On l'évoquait hier avec Simona de Iulio, c'est l'école elle-même, puisque de plus en plus aussi les marques investissent les écoles, les centres de formation, les cadres éducatifs avec des kits pédagogiques. Et tu le disais hier, quelquefois les enseignants utilisent ces kits pédagogiques soit en maintenant le logo sur les documents, soit en effaçant le logo et en faisant avancer les stratégies de marque précisément masquées. Donc on n'a pas abordé cette question-là, mais on l'a aussi en tête que les marques ont cette possibilité-là aussi d'investir directement, frontalement, les lieux de formation. Et j'avais évoqué avec vous la possibilité de voir si c'est vraiment le rôle des marques d'agir comme ça, de se donner un rôle éducatif, de donner un rôle de formation. On n'a pas eu vraiment le temps de voir cette question-là, qui entre aussi dans une problématique plus générale, plus complexe, que de façon pédante, on appelle la dépublicitarisation. On aura une thèse ou une habilitation de recherche bientôt sur cette question-là à Sorbonne Université mardi. Et c'est quoi la dépublicitarisation? C'est le fait que les marques aujourd'hui avancent en effaçant leur discours marchand et en prenant, comme on disait, d'autres alibis. Par exemple, l'alibi éducatif, l'alibi ludique. On va jouer, on va faire un certain nombre de choses. Et dans les kits pédagogiques que tu nous montrais hier, il y avait des livrets, il y avait des vidéos, il y avait des jeux de loi, il y avait des jeux de cartes, il y a un certain nombre de choses. Il y a donc toute une panoplie, nous disais-tu, d'éléments qui font qu'on va... Donc la marque, d'une certaine manière, s'efface dans son discours marchand et réactive d'autres modalités de contact. C'est ça qu'on appelle des publicitarisations. C'est très net dans la mode où on vend plus des vêtements ou des choses comme ça, mais on vend de l'art, on vend de la culture, on vend de l'air du temps, etc. Et donc vous voyez, toutes ces problématiques, elles sont complexes, on n'a pas eu le temps de les aborder. Avant la question publique, je voulais quand même poser une question cruciale à Inès. Est-ce qu'un enfant a conscience, parce qu'on parle de Lego, de Kellogg's, etc., est-ce qu'un enfant, il a conscience de la marque? On a bien vu qu'il peut y avoir de l'inoculation, de l'instillation, comme ça, on distille un peu le discours de la marque, certes, mais donc le discours de la marque, il finit par nous imprégner, mais est-ce que la marque elle-même peut nous marquer? Est-ce qu'elle peut nous imprégner? Grande question. Alors, bien évidemment, la réponse est oui. Après, si vous prenez des travaux issus de la psychologie cognitive qui sont utilisés beaucoup en marketing, bien sûr, pour essayer de comprendre à quel moment l'enfant comprend l'intention persuasive des messages publicitaires, donc comprend que la marque embellit un peu le réel par des rhétoriques visuelles. Je pense à, par exemple, le steak charal posé directement sur l'herbe. C'est très beau, les contrastes, mais ça induit tout de suite une signification instantanée de naturalité, etc., etc. Quand est-ce qu'un enfant commence à comprendre qu'il a une intention persuasive dans ce type de communication? De nombreux travaux montrent que c'est autour de 8 ans.
peut-être 7 ans les plus précoces. Et donc oui, à partir de là, l'enfant sait que la marque ne lui dit pas toujours exactement la vérité, mais tend à l'intéresser, tend à l'attirer, tend à aussi l'emmener dans un monde imaginaire, puisqu'il y a des personnages de marque dont c'est le rôle d'emmener l'enfant vivre des aventures imaginaires. Évidemment, après, il faut qu'il revienne assez vite dans le réel. Voilà, donc toutes ces stratégies sont bien connues depuis toujours. Moi, je voudrais juste vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que, je ne sais pas si vous connaissez dans la salle, si vous savez qui est le YouTuber le mieux payé au monde aujourd'hui, en 2019. C'est un petit garçon qui s'appelle Ryan, qui est américain, qui a entre 9 et 10 ans peut-être maintenant. Et entre la mi-2017 et mi-2018, il a gagné 22 millions de dollars. Donc ça veut dire que YouTube en a gagné 44 millions grâce à lui, puisqu'il partage les revenus issus des annonceurs. Et donc que fait Ryan ? Ryan, il a créé sa chaîne en 2015 quand il avait 6 ans, je crois, et en fait, il fait de l'unboxing de jouets. Il déballe des jouets en permanence, donc il publie une vidéo chaque jour. Et donc il en publie 5 par semaine, donc le week-end il fait les vidéos. Et puis dernièrement, c'est bizarre, il y a un peu des produits un peu bizarres qui arrivent sur son... Il y a Colgate qui arrive. Alors c'était pas vraiment un jouet pour moi, le dentifrice, mais bon, vous voyez, donc et donc en fait il y a des contenus sponsorisés qui arrivent de plus en plus sur les vidéos qu'il crée, et ça n'a pas tardé. Encore une fois, une ONG, Truth in Advertising, qui est une ONG américaine, en septembre dernier, a saisi la Federal Trade Commission pour dire, attendez, il y a quand même un problème. Il fait de l'unboxing de jouets sponsorisés, c'est-à-dire qu'il fait quand même de la pub, il suit peut-être même des scripts que les marques lui envoient, etc. Il s'adresse à une audience d'enfants plus jeunes que lui, donc son audience c'est plutôt des enfants de 5 à 7 ans, 8 ans, justement. Ce sont les enfants, nous dit la recherche en marketing, qui ne comprennent pas l'intention persuasive des messages. Donc il y a quand même un vrai problème. Peut-on laisser du user-generated content sponsorisé par des marques s'adresser à des enfants qui ne comprennent pas l'intention persuasive de la publicité ? Et donc ça, c'est pour l'instant une question qui est posée à la Federal Trade Commission. Évidemment, la position de la Federal Trade Commission, qui, je vous rappelle, a quand même fait payer 170 millions de dollars à YouTube Kids pour avoir collecté des données personnelles sans autorisation des parents, en contrevenant à la COPPA, et puis qui vient aussi de faire payer une amende assez lourde à Facebook, très très lourde, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais pas quelle sera la réponse de la Federal Trade Commission, mais en tout cas, ça pose ce genre de questions. À partir de quand l'enfant est-il armé intellectuellement, cognitivement, etc., au-delà d'être subjectivé comme consommateur, mais pour comprendre ce qu'est le marché et comprendre aussi ce que les marques attendent de lui et donc les messages qu'elles lui envoient. Merci Inès, vous le voyez, on est très bavard, mais de sorte qu'il reste peu de temps pour les questions publiques. On en a peut-être une ou deux si une question vous brûle les lèvres. Oui, donc c'est plus une remarque qu'une question vis-à-vis de l'explication qu'a donnée M. Terrasson, ce qui concerne Clémentine et ce programme que finalement je découvre. Donc vous nous dites que ce programme, il vaut bien sûr, apparemment tout ce que pourrait imaginer ou a les moyens de faire l'éducation nationale. On est parlé un peu plus fort parce que je suis... Oui, le programme Clémentine dont vous avez parlé, ouais, que je ne connaissais pas, que je découvre, qui apparemment est mis au point par Danone et qui serait vertueux dans la formation qu'il apporte. Vous parlez à un moment que Danone, pour ce faire, a créé une fondation. Si j'ai bien compris. Non, ils ont une fondation, mais c'est sous couvert de la fondation. Mais je pense que la personne, il y a une personne qui pourra mieux vous répondre que moi. Non, mais c'est pas sur le sujet. Je ne doute pas que ça soit vertueux. Hier, j'étais à un atelier avec des gens qui se préoccupent de tous ces sujets dans les écoles primaires, dans les lycées, et qui vraiment, eux aussi, me semblent quand même avoir des références, un cadre, et qui font un travail extraordinaire, peut-être avec moins de moyens. C'est là que je voulais en venir, parce que c'est facile de substituer à l'éducation nationale quand on fait une fondation qui fait qu'on a des moyens.
Mais en plus, ces moyens privent le public, parce que souvent la Fondation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la défiscalisation. Et c'est ce qui fait que l'État, petit à petit, bien sûr, n'a plus trop de moyens, parce qu'avec ce partenariat... Non, mais je peux vous dire quand même, avec ce partenariat public-privé, avec ces fondations que font les marques, ils ont une puissance qui va parfois même au-delà des États. Leur puissance économique, elle est si importante qu'ils vont bientôt vouloir faire ce qu'ils veulent. Donc je pense que c'est peut-être très bien fait, mais il faut peut-être se poser des questions. Pourquoi ces gens-là auraient des moyens supérieurs à un État, supérieurs à l'éducation nationale, pour malgré tout, parce qu'on n'est quand même pas naïf, vendre, comme vous disiez, faire du capital. Et je trouve tout à fait, mais alors là, extraordinaire que les élus s'en rendent compte et qu'ils ne veulent pas qu'on vienne proposer des démonstrations dans leurs écoles avec des marques qui sont les supports de ces démonstrations. Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, je veux dire, bah oui, c'est le plus fort qui vient faire sa formation, tout ça pour faire vendre. Donc c'est très dangereux, cette... je comprends pas votre naïveté vis-à-vis de possibilités des marques. Mais non, mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et en fait, je constate qu'effectivement, il y a des gens qui font un travail extraordinaire, vraiment des instituts. Mais le problème, c'est que c'est les personnes qui s'investissent énormément. Et il manque d'outils, il manque de méthodes. J'étais au début de la semaine du goût, j'ai toujours cette anecdote-là, c'est Joël Robuchon qui fait goûter du lait aux enfants, il amène du lait de vache frais et du lait UHT, et les enfants, il leur demande qu'est-ce que vous préférez, et ils préfèrent le lait UHT. Bon. Et alors là, la réaction de Joël Robuchon face aux enfants n'a pas été très positive. Il y avait toutes les télés en plus, c'était vraiment la première journée. Donc en fait, là, ce que je mets surtout en avant, c'est le travail des équipes de Mohamed Mejri, donc qui effectivement a fait une recherche approfondie. Ça m'a pris du temps, de le découvrir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut il faut être attentif quand on vous donne des outils qui sont intéressants et dont la recherche a été intéressante. Oui, c'est pour ça. Voilà. Non, mais je ne mets pas en doute la qualité, je mets en doute la stratégie et le fait de la défiscalisation et que c'est bien normal que les élus réagissent négativement quand on voit des marques venir faire l'école. On a eu d'autres exemples avec l'interprofession laitière où ils ont travaillé sans fondation et apporté des moyens aussi à la recherche. On pourrait mais en fait d'autres exemples. Et souvent les professeurs sont démunis quand même. Hein. C'est vraiment. Moi je vois, ma sœur est instite et je vois qu'elle s'est impliquée là-dedans. J'ai vu les moyens qu'on lui a donnés. Donc allez-y. Bonjour. Donc, ce sera la dernière question, je suis désolé, parce qu'on me fait de grands signes sur la prochaine... Moi, je suis chinoise. Donc, du coup, moi, je pense aussi, je peux porter un regard extérieur de voir le système ici. Donc, du coup, le français, vous êtes très paradoxal. Donc, vous n'avez pas d'argent. Mais or, dans le monde là, l'argent, c'est un moyen de mesure la valeur. Donc, du coup, dans le mondialisation, si on n'a pas de prêt, comment on sait on peut le payer après? Donc, en même temps, vous avez très public, privé. Tout le privé, c'est mauvais. Toute l'entreprise, c'est mauvais. Tout l'industriel, c'est mauvais. Mais non. Donc, du coup, arrête de penser tout ça. Nous, on est ensemble. On est tout ensemble. On est privé, public, on est industriel, artisan. On a tout le savoir-faire ensemble. Mais or, maintenant, on a parlé ici, beaucoup de choses. On a parlé les enfants, on a parlé les produits. Or, on n'a parlé pas derrière ces produits des gens. On n'a parlé pas comment les gens travaillent dans l'usine. On n'a parlé pas comment les gens travaillent dans la cuisine centrale, le cuisinier central. Comment vous voulez qu'il peut faire 3 personnes pour 500 élèves? Donc, s'il n'y a pas de moyens, comment on fait? En plus, il y a beaucoup de contraintes derrière. Il faut quelle température à livrer à l'école. Si ce n'est pas cette température, refaites-le. Mais est-ce que vous pouvez faire 3 personnes pour 500 élèves? Non, on a besoin de moyens. Maintenant, à ce moment-là, vous avez dit, nous, on a le moyen, mais, désolé, vous êtes privé, on ne veut pas. Mais or, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà. Bon,
On a bien compris le sens de l'intervention, très motivé, très engagé. Oui, enfin moi je voulais juste répondre pour qu'on soit très clair. Hein. Il ne s'agit pas de dire que tout ce qui est privé est mauvais. Hein. Ce n'est pas du tout notre message. Notre message, c'est de dire, regardez la difficulté que c'est d'essayer de concevoir un projet éducatif autour de produits qui sont mis sur le marché. C'est plus ça. Là. Et on voit une entreprise comme KidFresh qui est vraiment vertueuse, qui essaye vraiment de faire tout ce qu'elle peut. Elle est quand même obligée dans le contexte américain, parce que je crois que c'est ça aussi, il faut bien voir que c'est une entreprise qui s'adresse aux consommateurs américains, donc il faut aussi montrer la culture, l'importance que ça a. Elle ne peut pas afficher vraiment clairement qu'elle, à l'enfant en tout cas, elle va s'adresser plutôt aux parents en disant, regardez, moi j'éduque quand même votre enfant au goût, des légumes, etc., mais d'une manière assez indirect. Bon, KidFresh ne fait pas de licensing, hein, KidFresh ne fait pas ce genre de choses. Elle aurait pu choisir ce genre de stratégie aussi pour se développer sur le marché américain. Donc, vous voyez, ce que je veux simplement dire, c'est se poser cette question de comment une marque peut éduquer au goût l'enfant. C'est des situations comme ça qui me sont venues à l'esprit parce que je suis un certain nombre de marques sur le marché. Mais vous voyez que c'est pas simple. C'est pas simple de découpler l'affectif et le rationnel. L'affectif qui va s'adresser à l'enfant, le rationnel qui s'adresse aux parents. C'est pas simple dans un autre contexte culturel de dire je fais manger des légumes à l'enfant, ce qui est très bien, mais en même temps je peux pas trop lui dire, donc ça n'aide pas l'enfant à conscientiser ce qu'est un légume, comment ils ne savent peut-être même pas à quoi il ressemble, etc., etc. Bon, c'est juste, moi, ce que je voulais souligner, c'est les efforts qui sont faits par les marques et en même temps que c'est pas du tout facile de trouver la bonne façon, finalement, d'éduquer l'enfant au goût quand on est une marque. C'est très compliqué. C'était ça le message. Très rapidement, pour notre chère doctorante chinoise, je voulais simplement dire qu'on a tenté de désidéologiser le propos ici en plénière en faisant une remise à plat des stratégies. Et je crois que le mot, peut-être facile, mais qui est dominant par rapport à ces questions-là, c'est la complexité. Et Olivier l'a très bien exprimé aussi en disant on n'a pas un rapport univoque aux marques. Les marques, c'est un monde, c'est un univers qu'on peut aborder et qu'on peut attaquer sous de multiples angles, sous de multiples facettes. Donc avoir un point de vue comme ça univoque et très dichotomisé, public, privé, bien, pas bien, vertueux, pas vertueux, on a essayé justement de sortir de ces polarités trop forte et de montrer au contraire que tout se joue dans les croisements, les interférences, les interfaces entre tous ces mondes-là. Et la seule chose qui nous permettra d'y arriver, tu l'as souligné aussi tout à l'heure, Laurent, c'est autour d'une conscience, d'une réflexion qui est à mener. Pas de point de vue moralisateur, mais une réflexion plus poussée sur ces questions-là. Donc vous l'aurez compris, notre table ronde n'avait pas vocation à clore le sujet, mais à l'ouvrir. Et je voudrais remercier très solennellement, très chaleureusement et amicalement les intervenants et intervenantes. On n'a pas respecté les règles de la parité et j'en suis désolé, mais vous avez vu qu'on a laissé un bel espace à Inès qui se l'est approprié, qui l'a pris toute seule. Et j'espère qu'on a pu vous apporter quelques idées intéressantes. Le sujet n'est pas clos, le sujet est ouvert. Merci à toutes et à tous.